Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débat sur les sujets de l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs. Ce sont des hommes des médias, des analystes. Avec eux, nous revenons donc sur les sujets qui ont marqué l'actualité pour essayer donc de décrypter et de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de certains grands sujets. Au plan national, on va parler du retour avorté de Isaac Zida. Isaac Zida n'a pas donc pu faire le déplacement, en tout cas le retour au Burkina pour participer au congrès de son investiture qui a été organisé par le MPS, son parti. Nous revenons donc sur ce sujet-là qui a fait beaucoup de bruit. Et puis, candidature aux législatives, on enregistre de fortes têtes, donc en tout cas des grands partis, les leaders des grands partis qui rentrent à l'Assemblée, qui se positionnent donc pour entrer à l'Assemblée. Dans les questions donc, du CDP, de l'UPC, mais aussi du MPP où le président du MPP n'est pas candidat. On va donc décrypter tous ces faits-là et gestes des uns et des autres avec nos invités. Et puis, dernier sujet au plan national, c'est l'affaire François Compaoré, donc qui connaît encore un rebondissement avec ses témoignages à décharge, on va dire, en tout cas ces témoignages de faux témoignages d'un des témoins qui est apparu dans le bimensuel Courrier confidentiel. Nous allons donc revenir sur ces sujets-là. Et puis en international, c'est le Mali où désormais il y a désignation d'un président de la transition qui est un civil, mais militaire bien sûr à la retraite, et un vice-président gardé par tout simplement la junte. On va revenir sur ce sujet-là avec mes invités. Sur ce plateau, Vokuma Joacien est donc directeur de publication de Kasseto.net, Kasseto.net était un journal en ligne. Merci Vokuma d'être sur ce plateau. Et puis Bama Lagui est journaliste, il est le rédacteur en chef de Courrier confidentiel, qui est un bimensuel d'investigation. Merci Lagui d'être sur ce plateau. Et puis juste à la droite, André-Eugène Ilboudo. André-Eugène Ilboudo est donc le directeur de la radio des écoles. Bienvenue André-Eugène Ilboudo. Et enfin, dernier invité, Issaka Lengani. Issaka Lengani est journaliste, directeur de publication de L'Opinion, qui est un journal qui paraît en ligne. Avec eux, donc, nous allons passer en revue ces différents sujets d'importance, en tout cas au plan national et international. Alors, on commence avec le retour de Isaac Zida. Finalement, c'est un retour qui n'a pas pu se faire. C'est un atterrissage qui n'a pas eu lieu. André-Eugène Ilboudo. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans tout ça? On a vu que le gouvernement, suite à un communiqué du MPS signé de son président Augustin Loada, qui a accusé donc les autorités politiques en tout cas d'avoir pas accepté toutes les démarches qui ont été faites pour faciliter le retour de Isaac Zida. Mieux, il était prévu son arrestation au pied de l'avion. Et le gouvernement qui a réagi également énergiquement pour exprimer simplement qu'il y avait une indépendance entre la justice et bien sûr le gouvernement, et que tout cela devait être géré de façon indépendante. Alors, André-Eugène Ilboudo. Oui, en plus du faux départ du Moronaba, maintenant on a une fausse arrivée un faux retour de M. Zida. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que on constate que quand même il a annoncé plusieurs fois qu'il arrive. Bien sûr, son parti dit qu'ils font des tractations pour qu'il puisse rentrer chez lui. Bon, le gouvernement aussi a fait un communiqué pour dire que s'il arrive, eux, la justice est indépendante. Mais l'analyse que l'on pourrait quand même tirer, c'est que quand même ce sont de vieux amis où les amours sont devenus vraiment exécrables. On suspectait la transition, donc notamment conduite par le trio, de favoriser l'arrivée du MPP au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a encore des gens de la transition qui sont bien incrustés dans le gouvernement aujourd'hui. Et si les gens avec lesquels M. Zida a travaillé jouent des pieds et des mains qui n'arrivent pas, qui ne viennent pas au Burkina, c'est à se demander qu'est-ce qu'il y a. Je crois qu'il doit y avoir un lourd contentieux entre eux pour que les uns et les autres jouer des pieds et des mains qui ne viennent pas. Bon, c'est vrai que M. Zida est un candidat déclaré à la présidentielle. Et généralement, comme quelqu'un l'a dit, le fauteuil présidentiel, ce n'est pas un banc où tout le monde peut venir s'asseoir. Et généralement, les gens qui sont bien assis ne veulent pas que les autres aussi leur ce fauteuil-là. Mais il faudrait dire aussi que le Burkina Faso joue son avenir sur la question de l'apaisement de ses fils et de la réconciliation. Je crois que ce serait dommage
que le discours officiel soit de la réconciliation et au jour le jour, on voit des actes ou des faits qui font que cette réconciliation est mise à mal. André Géliboudou, avant de continuer, est-ce que c'est M. Isaac Zida qui n'a pas eu le courage de venir ou est-ce qu'il a été interdit de venir? Parce que quand on regarde bien, le communiqué dit qu'après un mois, bien sûr, de démarche, les autorités ont signifié clairement que la participation de M. Zida au congrès du 25 septembre était un défi à l'autorité de l'État et qu'il sera immédiatement arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Ouagadougou pour désertion en temps de paix et insubordination. Il y a comme une poursuite judiciaire. Je crois que le communiqué est mal rédigé. Mais monsieur, il faut dire, il y a quelqu'un qui est déjà arrivé au Burkina et il était poursuivi par la justice. Il est venu, il est allé en prison, il est sorti et il est aujourd'hui, en tout cas, il a une liberté provisoire. Je crois que le Burkina Faso est souverain une fois que vous avez quitté le tarmac de l'aéroport et que vous êtes rentré dans l'aéroport jusqu'à une certaine limite, puisque l'aéroport est considéré comme une zone internationale. Si M. Zida veut venir, il vient, il franchit la frontière internationale, il rentre au Burkina et il fait face au Burkina. Je crois que c'est lui qui doit prendre la décision de venir au Burkina et assumer ce qui doit lui arriver. Je crois que le Burkina ne peut pas empêcher quelqu'un de rentrer dans un avion, par exemple en France ou au Canada, pour venir au Burkina. Là où le Burkina attend, il a une limite à la frontière, à l'aéroport. Et c'est là que M. Zida devrait venir. C'est vrai qu'on a dit, si tu viens au pied de la passerelle, il y a des meneurs qui t'attendent, mais il doit assumer courageusement sa position comme quelqu'un, pour ne pas le citer, M. Adolphe Tiao, qui est venu. Il est venu, il était en Côte d'Ivoire, il a décidé de rentrer et de faire face à la justice. M. Zida est parti au Canada. Après son départ, on a dit qu'il a déserté, on l'a radié de l'armée. Après, même, on a entendu même qu'il a démissionné lui-même. Mais aujourd'hui, quand tu décides de rentrer, tu rentres et puis tu fais face à ce qui t'attend. Boukma, Georges. Oui. C'est vrai que le MPS accuse les autorités politiques, donc les autorités en place, de ne pas vouloir du retour de Zida en brandissant l'épouvantail qui est donc son arrestation. Oui, ce qui est amusant, c'est le timing de cette polémique-là. Parce que quand on a lu le livre de Zida, on voyait bien qu'il était candidat, et en tout cas il pensait à la candidature à la présidentielle, déjà. Parce qu'il disait que Je sais qui je suis, qui a été publié en 2018. Ouais. Et il explique que toute la polémique qui était liée à la gestion de la transition visait à le discréditer pour une éventuelle candidature à l'élection présidentielle. Donc, il y pensait. Mieux, quand vous regardez le dernier chapitre de son livre, c'est un projet présidentiel. C'est un projet présidentiel. Donc, le rendez-vous de 2020, là, il l'avait en tête. Donc, il savait bien qu'il devait rentrer au Burkina pour faire acte de candidature et battre campagne. Donc, je suis surpris que c'est maintenant que des démarches sont parties dire que c'est depuis un mois. Je suis surpris que c'est sur le tard que sont partis entreprendre des démarches pour qu'ils puissent rentrer. Mais quand on a lu le communiqué du gouvernement, ça m'étonne également que Augustin Loada, qui était un juriste très respecté dans notre pays, n'ait pas été au courant que le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui en 2017, qu'il ne soit pas au courant de cette affaire-là. D'autant que, si vous vous souvenez bien, quand le président était à Dakar, il avait rencontré les Burkinabés qui vivent là-bas. Et il avait raconté un peu l'histoire des comptes bancaires, puis son départ au Canada pour voir sa famille. Et de là-bas, on lui écrit une lettre pour dire de rentrer parce qu'il a dépassé le délai. Sinon, il sera radié de l'armée. Et puis finalement, il demande à être mis sur le statut d'évacué sanitaire. Vous vous rappelez. Donc son rapport avec la justice était déjà à ce niveau-là. Il savait ça. Donc, excusez-moi, il a été radié de l'armée et il le savait. Son parti le savait. Les dirigeants de son parti le savaient. Et si c'est un arrangement politique qu'ils veulent faire, bon, moi je vais bien. Mais quand j'ai lu le courrier de Zida, il dit qu'il souhaite rentrer sous le statut d'ancien président. Donc, si je comprends bien, la dimension judiciaire là, doit être
Alors, mise entre parenthèses, bon, peut-être au nom de la paix sociale, Alors, au nom de la réconciliation. Donc, c'est comme disait André Eugène, c'est M. Zida qui fait face à son destin politique. S'il décide de rentrer, bon, il fera face à la justice. Mais Fokuma Joasek, si c'est la justice qui doit faire son travail, pourquoi il appartiendrait aux autorités tout de suite de brandir l'arrestation, comme si c'était les autorités politiques qui avaient en main la justice au Burkina? Pourquoi on ne laisserait pas Isaac Zida venir et que la justice fasse son travail, que ce soit les autorités politiques qui brandissent, et ils indiquent même le lieu où il sera arrêté? Ah, bon, écoute, peut-être qu'ils ont des informations, évidemment, au niveau de la justice militaire. Peut-être c'est la procédure qui est comme ça. Je veux dire, ce qui est évident, quand Edi Kombero est rentré, il a été aussi arrêté. Il a fait la prison. Quand Luc Adolphe Tiaoué est rentré, il a été arrêté. Il a fait la prison. Donc, ils ont fait la prison, ils sont sortis et ils continuent. Maintenant, ils sont candidats à l'élection. Est-ce que c'est la peur d'être arrêté qui a conduit Zida à... Un général, hein, je vais me rappeler, un général, et c'est désertion en temps de paix. Pour un général, bon, c'est quand même un peu gênant, un peu fâcheux qu'il refuse de venir pendant que bon, on a besoin de lui dans l'armée. Mais il y a deux choses. Soit on gère le dossier politiquement, soit on laisse passer la justice. Il n'y a pas 10 000 solutions. Oui, Isaac Zida dit par exemple que je suis un homme épris de paix et je crois sincèrement que notre nation, dans le contexte d'insécurité aggravée où elle se trouve actuellement, se passerait bien des querelles entre ses fils et ses filles. Oui, c'est tous les débats. Ses filles et ses fils. Oui. J'ai donc décidé d'œuvrer en faveur de la paix tout en montrant ma ferme volonté de rentrer chez moi sous mon statut d'ancien chef d'État, et cela dans un climat apaisé. Est-ce que ce n'est pas parce que Isaac Zida perçoit dans l'attitude du gouvernement ou des autorités politiques d'indiquer vraiment les procédures judiciaires à la place de la justice qu'il craint peut-être que ce soit une répression politique plutôt qu'un procès ou vraiment qu'une action en justice qui fait qu'il préfère ne pas venir? Est-ce que ce n'est pas la peur de la répression politique plutôt que de la justice? Bon, ça c'est tout le débat sur l'indépendance de la justice, encore qu'on repose en disant, voilà, les juges sont manipulés, ils sont sous la contrainte, ou du moins sous l'influence du pouvoir exécutif qui les dit de faire ceci ou de faire cela. Ce que je ne crois pas que ce soit vrai en tout temps, puisqu'on a vu des procès intentés par des juges contre l'État, hein, qui ont condamné même l'État. Donc, il faut relativiser. Et puis, bon... Merci. Oui. On va passer la parole à Lagibama. Sur ce sujet, Isaac Zida a-t-il peut-être eu peur de la répression politique qui s'est annoncée peut-être entre les dires des autorités qui se mettent peut-être là à la place de la justice pour dire qu'il sera arrêté, etc., etc. Ou est-ce que M. Isaac Zida, comme il dit, est plus de paix, ou est-ce parce qu'il a simplement peur de se mettre à la disposition de la justice? Excusez-moi. Franchement, moi je suis souvent un peu peiné de parler de ce genre de sujet parce que voilà des sujets que moi je qualifie d'épiphénomènes qu'on a tendance à prendre pour faire des préoccupations nationales alors qu'on a des préoccupations bien plus importantes qui sont là, dont on aurait pu s'occuper mieux. Et on perd souvent le temps à épiloguer sur des épiphénomènes de ce genre-là. Moi, Zida, je ne sais pas en quoi ce monsieur, il doit préoccuper autant la nation. Zida était j'ai fini, je sais. Le premier ministre sous la transition et chef de l'État 21 jours avant. Tu ne m'apprends rien, je suis au courant de ça. Mais je vais tout simplement dire que ce monsieur, il n'a rien fait pour devenir président de ce pays. On sait comment il est devenu président de ce pays. C'est justement un simple accident de l'histoire qui l'a amené là-bas. Parce qu'il avait une âme, ça ne prend pas temps qu'il a pu arriver là-bas. Alors, donc ça, moi, et puis quand on connaît son passage à la tête de la transition, ce qu'il a fait, moi, voilà un individu, moi, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui doit nous focaliser autant. Et en plus, quand je regarde aussi ceux qui sont en face de lui, qui le menacent et tout ça, ils ne sont pas des exemples. Donc voilà un ensemble de gens qui sont là, qui ne font rien pour nous,
Mais souvent, on est là, on perd le temps à parler d'eux, alors que, bon, on a des problèmes plus urgents, plus importants, dont on pourrait mieux parler et puis avancer dans ce pays-là. Franchement. Oui, mais justement, est-ce que quand, par exemple, un ancien Premier ministre du Burkina, en exil, veut rentrer, qu'on lui dit, s'il vient au pied de l'avion, on l'arrête, pas que la justice le dise, mais que les autorités politiques le disent. Est-ce que ce n'est pas aussi important c'est comme tu l'as dit toi-même, préoccupation? je pense que c'est comme tu l'as dit toi-même. Est-ce que c'est à eux de le faire? Et à la justice, tant qu'il y a une justice qui est là, ils disent que c'est la justice qui va s'en occuper. Ils ont même dit qu'ils sont la justice indépendante. Quand on laisse la justice faire son travail, ce communiqué, il sert à quoi? Ce communiqué qui menace Zida quand on va l'arrêter à l'aéroport, c'est la justice qui l'a fait. On laisse la justice faire son travail sur toute la ligne. Mais le gouvernement mis en bloc a fait un démenti pour dire qu'il n'en est pas question et que c'est la justice qui allait s'en occuper. Ben, autant laisser la justice faire son travail jusqu'au bout. Voilà. Comme on ne nous emmène pas avec ces genre de choses qui ne valent pas la peine. Quelle lecture par rapport à cette affaire Zida? Je pense beaucoup du côté de mon petit esclave pour dire que bon, c'est un épiphénomène, mais en même temps, comme ça concerne des gens qui ont assuré le destin de ce pays, comme ça concerne quelqu'un qui draine derrière lui une certaine opinion, des gens, des Burkinabés, qui pensent que c'est l'homme de la situation, c'est celui qui peut sauver le pays, je pense qu'il faut qu'on en parle. D'abord, par respect pour ces gens-là, plutôt que pour l'individu. Donc, et moi je dis que je suis très partagé. Partagé, bon, d'une part parce que je crois que le gouvernement montre par son communiqué que c'est une affaire éminemment politique, puisque il agit même à travers son communiqué avant la justice, qu'il dit pourtant être indépendante et donc libre de décider ce qu'elle va faire. Bon, donc il y a cela qui montre déjà que la justice dans notre pays, quoi qu'on dise, est loin de ce que nous pensons, ce que nous voulons qu'elle soit, c'est-à-dire indépendante. Même si par ailleurs, comme l'a dit Voukouma, dans certaines affaires, elle a montré qu'elle avait du caractère, qu'elle pouvait avoir du caractère. Mais sur des sujets politiques, éminemment politiques, notre justice a toujours mis la queue entre les pattes et a servi le maître. Sur tous les sujets politiques qu'on connaît, en fait, elle a toujours agi comme ça. Donc, sur ce point de débat. Maintenant, est-ce que M. Zida devait rentrer ou ne pas rentrer? Moi, je prêche plutôt pour la bonne foi des gens. M. Zida pense qu'il peut apporter quelque chose à son pays. Il pense qu'en venant, en participant aux élections, il peut permettre des débats éventuellement sur son projet, sur ce qu'il pense, sur ce qu'il a fait, sur son bilan, etc. C'est une très bonne chose. Mais dans les conditions actuelles, est-ce que c'est possible? Moi, je dis non. Il faut être objectif aussi. Comme les uns et les autres nous disent que c'est un sujet, c'est une question politique. Et donc, la solution, avant d'être judiciaire, doit être d'abord politique. Et pour qu'elle soit politique, je ne parle pas de politique politicienne. Je parle d'une politique entendue par un accord national sur la question de la réconciliation de retour des exilés. Ce n'est pas Zida seul qui a se levé, bomber le torse, dire je viens. Et là aussi, il faut reconnaître que bon, il a péché. Tu ne peux pas passer le temps à dire je viens, et par la suite, on nous dit que tu négocies pour venir. Ça aussi. C'est Godot. Ça aussi, bon, voilà, c'est ça aussi. Ce n'est pas honnête vis-à-vis de l'opinion publique. Qu'ils disent que je négocie pour venir, ça c'est la vérité des faits. Effectivement, on verra, s'il ne vient pas, ces négociations n'ont pas marché. Mais tu dis je viens, et ensuite ton parti dit que tu as négocié, qu'on a refusé. Bon, là, ce n'est pas honnête aussi, je pense. Alors, bon, maintenant, dans la situation, est-ce qu'il faut attendre M. Zida? Je suis un être humain normal. Et je dis que Zida a intérêt, dans les conditions actuelles, là, à ne pas mettre les pieds au Burkina Faso. Ça ne sera pas bon pour sa sécurité, ça ne sera pas bon même pour l'idéal qu'il défend. Parce qu'aujourd'hui, les autorités ne sont pas en condition de laisser s'exprimer librement cette opinion. Alors, je voudrais justement sur ce point-là poser le problème. Lengani l'a dit, par rapport à la réconciliation nationale et par rapport à la question des exilés politiques qui entendent donc de rentrer, quelle devrait être plutôt l'attitude des autorités nationales? Est-ce à dire que les autorités sont farouchement opposées, par exemple, au retour des exilés de façon générale? Ben, écoutez, je crois qu'il faut qu'on ait le courage, entre Burkinabés,
de solder nos passifs entre nous. Je dis un Burkinabé qui est à l'extérieur d'une manière involontaire est un manque pour le pays. Et si on plaide pour la réconciliation nationale, il faut trouver les voies et moyens et les mécanismes nécessaires pour arriver à la réconciliation nationale. Et la réconciliation nationale, c'est un chantier qui est vaste. Et d'ailleurs, le président, en prêtant serment, avait dit qu'il en ferait quelque chose pour son mandat. Son mandat est à la fin. Je crois que, quel que soit ce que l'on dit, on ne peut pas passer par perte et profit le fait que des gens ont dirigé ce pays. Monsieur Zida, si c'était André Eugène qui s'exile et qui rentre, il prend sa sacoche et puis il rentre et puis il n'a rien. Mais M. Zida, quand même, c'est une personne qui a présidé la destinée de notre pays, même si c'est pendant 21 jours. Et il a été Premier ministre pendant 21 ans. Ce n'est pas une kidam, ce n'est pas un lambda. Maintenant, là où on peut trouver à redire, je crois nous avons besoin pour notre patrie des hommes courageux. Il faut qu'il prenne son courage à lui-même, venir assumer. C'est vrai que là, le président, le gouvernement a dit que s'il vient, on va l'arrêter. Mais c'est eux qui ont dit qu'ils ont négocié avec le gouvernement. Ils n'ont pas dit qu'ils ont négocié avec la justice. Ils ont négocié avec le gouvernement. Donc le gouvernement leur a répondu. Si vous venez, sachez qu'il a un contentieux avec la justice. Ouais, mais M. Isaac Zida dit qu'il est homme de paix, il est épris de paix. Il ne souhaiterait pas rentrer dans des conditions qui détériorent le climat social. Il a aussi des militants, il a des partisans. Qu'est-ce qui pourrait arriver au cas où mais je ne suis pas sûr on tournait la question Non, je ne suis pas sûr politique. qu'au Burkina, si vous vous déclarez homme de guerre, on ne va pas vous alpaguer. Donc c'est vrai que tout le monde dit qu'il est homme de paix. Mais je vais dire, M. Zida, son problème, c'est que M. Zida n'est pas un homme simple. M. Zida est un ancien président du Faso. M. Zida était un ancien premier ministre. Il s'est exilé au Canada. Il sait que s'il ne peut pas venir à l'aéroport, rentrer comme ça, parce que vous et moi, quand vous voyagez, vous rentrez, vous sortez. D'ailleurs, l'autre là, lui, il vient d'arriver, non? D'accord. Fokouba. Est-ce que quelqu'un est allé le chercher à l'aéroport? Il rentre des vacances, lui, ce n'est pas un exil. D'accord. Alors, Lagui Bama, sur cette question du retour des exilés politiques, il est question aujourd'hui de réconciliation nationale et qu'une partie importante de cette réconciliation aussi concerne le retour des exilés politiques de façon générale, dont Isaac Zida. Alors ici, quand on regarde tout ce débat qui a lieu, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un environnement politique favorable? Est-ce que les uns et les autres sont favorables à ça? Mais dans ce pays, il n'y a pas un environnement politique qui est favorable à quoi que ce soit. Il n'y a pas que ces questions seulement. Quand on regarde ce pays aujourd'hui, l'environnement dans ce pays aujourd'hui, il est favorable à quoi? Même à nous-mêmes qui sommes là, est-ce que c'est favorable à nous? Moi, j'étais curieux la dernière fois de voir que les blessés de l'insurrection sont toujours là à se lamenter, à se torturer pour pouvoir se soigner, se prendre en charge. C'est des questions qui sont là, qui n'ont jamais été évacuées. C'est pour dire à quel point on n'a pas de gouvernants dans ce pays. Ce pays, il a trop de problèmes. Il nous faut trouver des gouvernants qui vont prendre en charge tous les problèmes de ce pays dans toutes les... Et bien voilà qu'Isaac Zida veut venir parce qu'il a son programme. Donc, il ne faut pas qu'on se focalise sur des questions de petits politiciens qui sont à l'exil et tout ça. On a des problèmes plus sérieux que ça. Ces blessés de l'insurrection et du coup d'État qui sont toujours là en train de se lamenter. Eux, ils sont pas des Burkinabés. Moi, je pense que là, il y a plus urgent que ces gens d'individus qui sont à l'étranger, qui sont en train de s'exciter là-bas, qui veulent venir. On a plus de problèmes que ça. Merci. Alors, Vokuma, c'est la même question. Oui. André Eugène l'avait évoqué. C'est intéressant de savoir de quoi ils ont négocié. Le MPS a négocié. Quels sont les points sur lesquels ils ont négocié avec le gouvernement? Parce que, après tout, ce sont les rapports que Zida entretient lui-même avec le MPP, les dirigeants du MPP qui sont en cause. Quand vous lisez son livre, il n'a pas une bonne opinion du tout pour le président Roch-Kaboré. Il dit qu'il n'est pas à la hauteur du poste. Mais justement, est-ce que le MPS n'a pas négocié un retour, comme André Eugène le disait, ce n'est pas un kidam, c'est quand même un ancien... une personnalité de ce pays. Donc, il peut y avoir la question judiciaire, mais il peut y avoir aussi la question de répression politique. Dans ce cas, c'est comme tout ce qui est lié à la réconciliation. Dans ce cas, l'agenda ne dépend plus de lui. C'est aussi simple que ça. L'agenda ne dépend pas de lui. S'il veut négocier son retour, le gouvernement apprécie. Est-ce que c'est bon de le faire venir maintenant ou de le faire venir un peu plus tard ou jamais? Ça ne dépend pas de lui. Alors c'est donc le gouvernement de décider à quel moment qui doit rentrer ou... Après tout, c'est quand même le gouvernement qui gère le pays. D'accord. Alors, Lengani, pour terminer très rapidement sur ce sujet. Oui, sur le tour des exilés, moi je pense que... je pense qu'il faut, à un moment donné,
comme tout le monde le chante, que l'on transforme les intentions en réalité, c'est-à-dire la volonté de réconciliation nationale. Et même la question des blessés de l'insurrection dont parle Lagui Bama, ce n'est pas contraire au retour des exilés. Je ne vois pas ça comme ça. Au contraire, c'est un ensemble de problèmes qu'il faut mettre ensemble pour trouver des solutions ensemble. C'est mon point de vue sur la question. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas passer ça comme ça en perte de profit. Et ce que je déplore, par exemple, au niveau des exilés eux-mêmes, c'est qu'on a l'impression que chacun se bat de son côté pour régler son cas personnel. Alors que c'est une situation globale. Moi, je voudrais plutôt que les gens vraiment agissent dans ce sens-là, dans le sens de dire que nous sommes tous de ce pays, nous pouvons tous apporter quelque chose, nous nous reprochons quelque chose, mais vous nous reprochez quelque chose. Voilà ce que nous proposons éventuellement et ce que la nation peut accepter pour qu'en fait, nous puissions tous nous retrouver et puis trouver des solutions à tous les problèmes qui sont posés. Parce que comme l'a dit Lagui Bama, je suis d'accord avec lui, on a tellement de problèmes aujourd'hui qu'il est irresponsable, de mon point de vue, que depuis 6 ans, on parle de réconciliation et il n'y a même pas un début de solution. Merci. Est-ce que je peux dire quelque Oui, chose? vraiment une seconde. Une seconde. Non, je pense qu'il faut, si nous lisons l'histoire, il y a des exilés célèbres qui sont retournés au pays parce qu'on est allé les chercher. Vous vous rappelez le cas de Yassine Kafando? C'est un président qui est allé jusque dans les îles Caraïbes, là, aller le chercher pour le ramener. Il a négocié pour venir. Bon, mais quelqu'un est allé le chercher quand même. Quand il est venu, et puis il y a par exemple Valère Sommet qui était exilé, etc. Il y a des exilés célèbres qui sont revenus à un moment donné sur la question parce que les politiques ont voulu qu'ils reviennent. Si les politiques ne voulaient pas qu'ils reviennent, personne n'irait les chercher, ils ne viendront pas simplement. Je dis, le retour des exilés c'est un agenda politique. Et quand les politiques voudront régler le problème sera réglé. Merci à vous. On continue ce débat avec notre sujet plutôt des législatives. On a donc, comme le disait en introduction, il y a eu quand même des têtes fortes qui sont rentrées cette fois-ci, qui n'avaient pas l'habitude d'y aller. Pour commencer, Zéphirin Diabré, qui est donc cette fois-ci candidat, c'est le chef de file de l'opposition, qui est cette fois-ci candidat, il conduit la liste nationale. De l'autre côté, on a Idi Komboyo, lui, qui était déjà député de la législature précédente, mais en même temps, c'est aussi le CDP, qui est un des grands partis. Quelle lecture faites-vous de cette entrée, cette candidature à la législature future? Bokouma. Oui, bon, je crois que c'est un rendez-vous pour tous les partis politiques, un rendez-vous important pour tous les partis politiques. C'est des enjeux que chacun lit à sa manière. Pour Zéphirin Diabré, c'est vrai, j'ai vu la liste et qu'il était en tête de liste et qu'on disait la liste nationale, je me suis dit, peut-être qu'il avait envie, l'ambiance de l'Assemblée nationale lui a manqué et qu'il a envie de revenir. Mais peut-être aussi qu'il pense qu'il faut qu'il prenne lui-même la tête de la liste pour que son parti puisse faire au moins autant qu'en 2015. Parce que cette fois-ci, il y a le CDP qui est là. Le CDP qui est là, même s'il y a une partie des leaders qui sont allés soutenir, cadrer Désiré Ouedraogo, il y a le CDP qui est là, et avec des structures bien qui existent, qui fonctionnent. Donc, qui est quand même aussi un concurrent, même s'ils sont ensemble dans le CFOP, qui est un concurrent sérieux. Et donc, il se dit peut-être qu'il faut que lui-même prenne la liste, qu'il monte au charbon, qu'il aille lui-même sur le champ de bataille pour haranguer pour convaincre les électeurs de lui donner au moins autant, sinon une majorité à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que je vois ça. Mais alors, là, les élections étant couplées, il n'y a pas de différence, il n'y a pas un temps différentiel pour qu'on soit ici et puis après là-bas, il est candidat à la présidentielle, donc il va faire campagne pour la présidentielle. Ça, c'est un problème pour tous les candidats. Est-ce que le fait d'être sur la liste nationale peut avoir un impact sur les suffrages, les votes, etc.? Oui, ça c'est le problème de tous les candidats qui sont aussi en même temps à l'élection présidentielle. Mais c'est sûr que s'il a un bon score, en tant que candidat à l'élection présidentielle, il y aura aussi un impact sur l'UPC. Les arguments qu'il va avancer durant la campagne, le projet de société qu'il va expliquer aux Burkinabés,
la capacité à les convaincre qu'il est l'homme de la situation pour redresser la situation, conduire des projets innovants. Ça va bénéficier à sa candidature en tant que candidat à l'élection présidentielle, mais en même temps aussi en tant que leader de l'UPC. Donc ça va bénéficier également aussi à sa liste. Donc c'est un double bénéfice. D'accord. Maintenant, le risque, évidemment, c'est que s'il a un revers, personnel, ça peut également aussi un revers, c'est-à-dire c'est-à-dire, si son score à la présidentielle est médiocre, ça peut aussi avoir un impact sur son résultat. D'accord. Sur ses Alors, résultats à Issaka Lengani, on va législative. peut-être évoquer le résultat de l'hypothèse peut-être d'une cohabitation. Est-ce que ce n'est pas ça qui est aujourd'hui peut-être la motivation de ces grosses têtes-là, comme par exemple Zéphirin Diabré, Idi Komboigo? Est-ce que ce n'est pas peut-être dans cette perspective d'une cohabitation, donc peut-être voilà, Zéphirin Diabré ou Idi Komboigo, président de l'Assemblée? Moi, je crois qu'effectivement, c'est possible que ce soit ça. Et je crois que, de mon point de vue, en tout cas, c'est tout à fait normal qu'ils anticipent cette éventualité. Parce qu'en politique, il faut avoir un coup d'avance sur son adversaire est une très bonne chose, est un avantage réel. Et en pensant effectivement que c'est possible qu'il y ait une alternance et qu'eux-mêmes soient obligés de conduire l'Assemblée, donc c'est effectivement mieux que ce soit eux plutôt que un autre du parti qui peut éventuellement ne pas suivre ce qu'on veut faire. Et ensuite, moi je me dis que la législature qui vient, c'est-à-dire le Burkina de 2021 à 2025 va être un Burkina très chaud sur le plan politique. Ça va être un Burkina très chaud. D'abord, les questions de réconciliation, on ne va plus en parler, mais on va plutôt se focaliser principalement sur des questions d'alternance au sein du MPP. Donc, ça va nifler là-bas. Et comme nous sommes en Afrique et que nous apprenons de tout ce qui se passe autour de nous, la maladie du troisième mandat peut effleurer éventuellement, diaboliquement, certains esprits au Burkina Faso. Je suis un analyste et je pose des hypothèses. Et je travaille pour voir comment le pays va être, plus que de me laisser surprendre par les faits. Et dans cette perspective-là, moi je pense que les poids lourds de la politique doivent effectivement être à l'Assemblée, pour se protéger eux-mêmes avec l'immunité et pour se donner les moyens effectivement d'agir si éventuellement il y a des actes qui sont posés qui sont contraires à la volonté du législateur, à la volonté de notre peuple. Ensuite, je me dis avec Voukouma que c'est tout à fait effectivement politiquement raisonnable qu'effectivement on conduise soi-même au charbon l'ensemble des troupes. Au lieu de conduire une partie de la bataille, on se met devant les troupes et on assume tout le mandat du parti et on va pour conquérir vraiment de nouveaux espaces de liberté pour le parti. Il y a aussi deux cas de figure à côté. Il y a ceux qui ont conduit donc les troupes, comme Lengani le dit, mais il y a ceux aussi qui ont décidé de ne pas conduire les troupes. Et là, on a aussi un MPP, Simon Compaoré, Agir ensemble, Désiré Kadro, c'est aussi les fortes têtes qui ont décidé de ne pas, par exemple, se mettre à aller au-devant. C'est certainement, ça répond à des logiques internes que peut-être on ne saurait peut-être toucher de notre position ici. En tout cas, moi, je ne sais pas trop à quoi ça répond. Surtout quand je regarde côté surtout de l'UPC, les grands absents de l'UPC. Et je me demande si c'est vrai que l'argument qu'on entend, c'est que c'est une alternance en interne qu'on a voulu promouvoir, à savoir que ceux qui ont été déjà députés doivent se mettre de côté pour que d'autres têtes montent. Je peux tout de suite citer des noms, par exemple, pour aider. Alors, Soso Adama, le secrétaire général donc, de l'UPC, Moussa Zerbo, donc, actuellement porte-parole de l'UPC, Nathaniel Ouedraogo, donc, qui est donc, là actuellement agent au maire, le deuxième agent au maire, Nabi Yameogo, le Poinaba, tous sont des cadres de l'UPC, députés, mais qui ne le sont pas, pour certains en tout cas, qui ne le sont pas. Donc si
Si l'esprit, en tout cas, on ne peut que saluer, si c'est l'alternance qu'on veut promouvoir, c'est bon dans le principe. Maintenant, il faut peut-être maintenant veiller à ce que ce ne soit pas un couteau à double tranchant aussi. Il ne faudrait pas que leur absence joue aussi sur le résultat que le parti va pouvoir réaliser. Et s'ils vont vraiment s'engager à fond pour faire gagner ceux qui vont les remplacer à leur poste, tant mieux. Mais s'ils se mettent de côté et puis regarder les autres aussi le faire sans pouvoir peser, c'est pas sûr que ça va pouvoir être à leur faveur, en faveur du parti en tout cas. Mais dans le principe, j'ai dit que si c'est l'alternance qu'on veut promouvoir, il n'y a pas de problème. Mais je suis sûr que dans le cas de Simon Compaoré, je ne suis pas très convaincu que ce soit dans le même esprit que ce soit arrivé. Je ne sais pas trop. Mais je sais qu'il y a eu tellement de... Alors, en 2015, déjà, au niveau du MPP, on a ouï dire qu'il avait été décidé que les caciques ne se présentent pas. Donc, Simon n'était pas candidat, et un ensemble d'autres, sauf entre-temps, Salif Diallo a été candidat. Voilà. Mais Simon, c'est tellement resté sur cette... Voilà. Est-ce que c'est une façon de rester sur cette logique de l'alternance? Attendons peut-être toujours de voir, parce qu'avec ces gens-là, moi, je dis qu'on est toujours surpris au dernier moment. Attendons toujours de voir jusqu'au bout. On ne sait pas ce qu'il a dans son sac comme dernière... D'accord. Alors, André Géniboulot, oui, vous voulez réagir? Oui, c'est la question de Simon. Je voudrais quand même me permettre de dire Alhamdulillah, et remercier Dieu d'avoir enlevé effectivement sa tête là, comme j'avais fait la prière ici, qu'il ne soit pas candidat pour être éventuellement au perchoir. Et vraiment, merci à Dieu d'avoir exaucé cette prière. D'accord. Alors, André Géniboulot, on a les deux cas de figure, des grosses têtes donc, qui sont entrées, dont Zéphirin Diabré, pour quand même depuis un certain temps, qui n'entre pas, qui ne conduit pas la liste. Cette fois-ci, il conduit la liste nationale. Et puis, de l'autre côté, Eddy Komboigo qui rentre, grosse tête également avec le CDP. Et puis, deux autres qui ne rentrent pas, Simon Compaoré du MPP et Désiré Kadri-Ouedraogo de Agir Ensemble. Non, je crois qu'il faut appuyer la prière de Lengané parce qu'il avait lui-même il avait prophétisé qu'il allait être candidat. Donc, Simon a déjoué les pronostics, il ne s'est pas présenté. Mais cela dit, moi je ne comprends. Heureusement pour nous que les élections, les trois ne sont pas en même temps. Ça veut dire les présidentielles, les législatives et les municipales. Sinon, j'aurais vu quelqu'un qui veut être président. Si je ne suis pas président, je deviens député. Si je ne suis pas président, député, je deviens conseiller municipal à défaut d'être maire. Je ne comprends pas cette logique-là. Non, quand vous vous positionnez dans le grand, il faut rester dans le grand. Si vous vous positionnez dans le petit, il faut rester dans le petit. Mais vous ne pouvez pas vouloir occuper tous les postes. D'abord, je trouve que ça, ce n'est pas normal et c'est malsain de ma propre analyse. Maintenant, on peut aussi accepter que si les fortes têtes, mais je pense que leur désir, devrait être président du FASO au lieu d'être... oui, mais ils sont candidats. Ils sont candidats à la présidentielle et puis ils sont également candidats. Je pense qu'il faut chasser un lièvre à la fois. Il ne faut pas chasser 40 parce que vous n'avez attrapé aucun, j'ai l'impression. Les lièvres courent en même temps. Les lièvres courent en même temps, d'accord. Mais je vais dire, c'est vrai que si, comme ils mettent la possibilité de ne pas être président du FASO et de devenir à l'Assemblée nationale, j'imagine que s'ils partent à l'Assemblée nationale, si on a de fortes têtes à l'Assemblée nationale, le débat va être plus fort et les enjeux vont être plus grands. Parce que j'imagine un Diabré, un Eddy, Gilbert, à l'Assemblée nationale, les débats ne vont pas tourner au rond quotidien. Parce que quand même, ce sont des personnalités qui arrivent à l'Assemblée nationale et c'est peut-être que là qu'on peut souhaiter qu'ils y arrivent parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont plus se passer. Ça ne va plus, les débats de l'Assemblée nationale ne vont pas être comme une lettre à la poste où les gens arrivent. Oui, mais je voulais quand même dire que le fait que Simon et puis les autres n'y aillent pas, moi je voudrais saluer ça comme une réflexion pour laisser la place aux jeunes, quoi que l'on puisse en dire. Parce que quand même, vous avez vu que les grands là, le président, le premier vice-président, le secrétaire général, M. Simon, ils ne sont pas là. Donc j'imagine que dans 5 ans, il y a d'autres têtes qui vont émerger. Et j'aurais aimé que les autres partis là aussi analysent comme ça, parce que quand vous êtes président d'un parti, vous prenez pour l'alternance. Et au sein de votre propre parti, on sait qu'il n'y a pas l'alternance. Je pense que le jeu est biaisé. Alors on va terminer sur ce débat, mais un élément important. Qu'est-ce que vous pensez de la prochaine configuration du Parlement? Je l'avais dit tantôt ici. Est-ce qu'on pourrait retrouver peut-être l'opposition qui contrôle cette Assemblée-là?
Aujourd'hui, quand on regarde un peu les analystes, disent qu'avec le CDP, avec l'UPC, la DFRDA, la NAFA, agir ensemble, il est fort probable que la majorité absolue soit de l'opposition. Puisque c'est une élection démocratique, tout est possible. Toutes les hypothèses sont possibles. On peut imaginer une majorité absolue favorable à l'opposition comme une majorité absolue pour la majorité sortante. Tout est possible en démocratie, pour peu que les élections soient libres. Arrêtons-nous à la possibilité que ce soit une majorité absolue favorable à l'opposition. Il y a des conséquences, il y a des implications politiques. Voilà, oui, il y a plusieurs implications. Si, par exemple, le président est réélu et qu'il n'a pas la majorité parlementaire, on est dans une cohabitation. Le président qui est dans un bord et la majorité parlementaire qui est dans un autre bord. Et là, on est dans une cohabitation. Parce que notre régime, c'était un régime semi-présidentiel. Vous avez le gouvernement qui va gouverner et le président qui préside, qui nomme le Premier ministre. Dans nos textes, c'est dit que le Premier ministre est issu du parti majoritaire. Donc forcément, s'il y a une coalition de l'opposition qui est majoritaire, le Premier ministre sortira de l'opposition. Donc le président n'aura pas le choix que de le nommer. Bon. Moi, je ne vais pas sous-estimer la culture démocratique de nos leaders, de nos hommes politiques, mais je vois mal le Burkina actuel là, conduire une cohabitation pendant 5 ans. Je ne suis pas convaincu. Alors, je pense que tout de suite, si les suffrages donnent une cohabitation, si les suffrages donnent une cohabitation, oui. Qu'est-ce qui serait donc tout de suite, moi je pense tout de suite qu'il y aura une crise institutionnelle. D'accord. Parce que le gouvernement va voter des lois. Et le gouvernement peut refuser, le président peut refuser de signer. Le président qui est valide. Et à ce moment-là, on va tomber dans une crise institutionnelle. Et dans nos textes, il faudra attendre 1 an pour que éventuellement le président dissolve l'Assemblée nationale pour reconvoquer de nouvelles élections en espérant avoir une majorité. Et le président, avant de dissoudre, il consulte le Premier ministre et le président de l'Assemblée. Oui, de toute façon. Ils lui sont peut-être opposés. Maintenant, si dans l'autre hypothèse où l'Assemblée nationale est contrôlée par l'opposition et que le président aussi est issu de l'opposition, bon, là on est dans le jeu classique. Mais je vais juste terminer une chose. Pour le MPP, parce que j'ai posé la question, on m'a dit que c'est une volonté de renouvellement de leur leader. Parce qu'il y a Simon qui n'est pas candidat, il y a Lassane Sawadogo, et puis il y a Bebriga qui est le président de la haute cour. Donc il y a un certain nombre de députés de l'ancienne législature actuelle qui ne sont pas candidats. Une volonté de promouvoir la jeunesse. La jeunesse. Et quand on regarde la liste, le président de l'Assemblée nationale, Mosé Abdoulaye, la dame la Congo, voilà, il y a Marshall. C'est quand même des têtes qui ne sont pas, Laguibama, pas des professionnels entre griffes de la politique. Ok, Laguibama, c'est la configuration qui peut être celle de la prochaine Assemblée nationale. Oui, non, c'est ce que je voulais signaler d'ailleurs. Ça dit que cette législative a cette particularité d'avoir une opposition qui est quand même assez bien, je vais dire, garnie. Il y a des têtes assez fortes dans cette opposition. Ça veut dire que ça va être une élection qui va être vraiment enlevée. Il y aura vraiment de grosses batailles. Et l'hypothèse que la majorité soit du côté de l'opposition à l'Assemblée est d'autant plus probable que quand on regarde, en plus des partis traditionnels qu'on a connus jusque-là, il y a des nouveaux arrivants. Il y a de grosses têtes qui pointent à l'horizon, qui, en tout cas, si ils arrivent à implémenter ce qu'ils veulent faire, les grosses têtes-là, ils peuvent se retrouver à l'Assemblée. Et là aussi, ça va contribuer encore à rendre la tâche encore plus facile pour le parti au pouvoir. Et c'est en cela que je pense que cette élection pourrait nous amener vers plus de démocratie dans ce pays, si toutefois on arrive au bout du processus. Parce que, comme il a dit, il n'est pas exclu que si on se retrouve dans une situation de coalition, de cohabitation, on ne puisse même pas faire, même pas 1 an, hein, parce que moi je trouve qu'il est trop optimiste. 1 an, c'est pas possible. Parce que quand je connais les gouvernants actuels, la partie de la majorité actuellement, leur habitude et leur réflexe par rapport
à ceux qui ne sont pas de leur bord, je ne les vois pas en train de cohabiter pendant plus de... Lagui Bamba, si nous sommes dans une situation de cohabitation, le rapport des forces il est nettement favorable à l'opposition parce que qui a le Parlement, qui a le gouvernement, qui a peut-être les maillons, les leviers de l'État. Est-ce que ça ne pourrait pas aussi être une situation où le président du Faso, donc, qui se sentirait comme la reine d'Angleterre et puis ne chercherait pas peut-être à dissoudre ou à faire quoi que ce soit? Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une possibilité? Bon, sauf s'il opte pour ça. Sinon, s'il tient à vouloir implémenter son projet de société, ça va être compliqué parce que je ne les vois pas en train de vouloir cohabiter réellement avec cette opposition. Ça va être très, très difficile. Merci. Déjà qu'aujourd'hui, quand on regarde la configuration de l'administration, si vous suivez bien, il n'est pas question pour quelqu'un qui n'est pas de leur bord de rêver même avoir un poste de chef de service. Ce n'est pas possible. Donc, il ne faut même pas rêver. Merci. Lengani, très rapidement, cohabitation. Cohabitation, moi, je crois qu'on va vers ça. Parce que quand on regarde les listes, il va être très difficile pour n'importe lequel des partis d'avoir au moins 50 députés. C'est très difficile. Si le MPP aussi a ses satellites quand même. La PMP qui est là, qui fourbit ses armes avec le NTD. Le RPI, il y a un ensemble aussi de partis qui fourmillent autour du président. Effectivement, bon, ils ont les satellites, effectivement. L'opposition a des véritables planètes. Ça, ce n'est pas des satellites. Bon, donc, ça veut dire que l'un dans l'autre, bon, on va se retrouver avec une assemblée, de mon point de vue, qui va être favorable à l'opposition. Et les listes, quand on les regarde, effectivement, bon, pratiquement toutes les listes s'équivalent. Mais là, c'est la question de l'alternance. Effectivement, je pense qu'il faut saluer l'effort qui est fait au niveau de l'UPC, qui est un exemple qui devrait inspirer les uns et les autres. Par contre, en ce qui concerne le MPP, contrairement à Voukouma, moi, je ne pense pas que ce soit une volonté réelle de changement. On a vu, par exemple, quelqu'un comme Clément Saodogo, qui s'est présenté, il a été laminé au niveau des primaires. Il s'est retrouvé 6e ou bien c'est 8e là. 9e, il a été laminé. Donc, ça veut dire que ceux-là qui ne sont pas présentés là, c'est des gens, ils vont se retrouver 100e, 50e. Donc, ouais, parce qu'on se connaît dans ce pays-là, effectivement, tous les noms qui ont été cités, franchement, dans la configuration actuelle, dans quelles circonscriptions ils peuvent être candidats et puis gagner? Moi, je ne vois pas. Juste un mot sur vous m'avez réagi. Bon, je n'étais pas là, mais j'ai suivi un débat que vous avez mené ici sur les primaires. Moi, j'ai vu la fiche d'évaluation des primaires. Oui. Il y a des endroits où c'était bâclé. Par exemple, je donne deux exemples. Est-ce que Clément Saodogo était bien positionné? Je donne des exemples. Non, je donne des exemples. Par exemple, il y a une question, on demande, est-ce que le candidat est majeur? Il y en a qui ont coché non. Est-ce que le candidat a déjà fait la prison? Ils ont mis oui. Alors que dans le dossier, il y a son casier judiciaire de moins de 3 mois. D'accord. On ne va pas revenir sur ça. Non, mais c'est pour dire... D'accord. Merci. Merci. Non, que ça soit au MPP ou au CDP ou ailleurs où il y a eu des primaires. D'accord. On va se contenter de ce qui est ressorti et des intentions des uns et des autres. Voilà. Donc, oui. C'est pour ça qu'il y a eu un recadrage au niveau André, non, moi je voulais dire quelque chose sur la configuration parlementaire post-2020. La cohabitation, là, relisez l'histoire. Est-ce que vous avez vu dans le Parlement, la mandature actuelle, là, en dehors du budget, qui est un vote politique, vous avez vu une loi qui est spécifique à l'opposition où la majorité dit non, on ne peut pas voter ça. Mais est-ce que vous avez une différence actuellement entre les gouvernants? Est-ce que c'est comme dans certains pays où vous avez la droite et la gauche? Mais ils sont tous du même bord, ils sont tous de la même chose. Je crois qu'en dehors de la querelle politicienne, que ce soit X ou Y qui soit président de l'Assemblée nationale, premier ministre, président du Faso, tous ceux qui sont là actuellement, on aurait aimé par exemple que M. Sandiras Benouende, qui se réclame sankariste, qui était opposé à l'autre là, mais vous avez vu qu'il s'est fondu dans la masse. Aujourd'hui... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, en cas de cohabitation, moi je ne vois pas. Il n'y aura pas de crise en cas de cohabitation. Ce sont les gens ce sont les enfants d'une même mère. C'est le mouton-mouton. Donc je ne vois pas. Merci André Janigoudou. C'est une hypothèse, mais il reste qu'il peut y avoir cohabitation ou pas cohabitation. Hein, donc on sait juste. Alors, oui, d'accord. Un tour d'étape sur l'affaire François Compaoré. On a vu ce témoignage
ce témoignage d'un témoin. Donc, on allait dire cette sortie, cette interview qui est parue donc dans Courrier confidentiel, le dernier numéro de Courrier confidentiel, où un témoin donc du nom de Yamuro Didas, je crois que c'est ça son nom, et il revient sur un certain nombre de choses concernant son témoignage qu'il dit avoir été donc fait sous la pression, la manipulation, et qu'il revient, il se dédie. Est-ce qu'on pourrait mieux comprendre Lagibama? Non, il n'y a rien d'autre à comprendre que ce que les uns et les autres ont lu dans le journal. Mais ce que moi je tiens à dire, c'est que c'est quelqu'un à qui il ne faut pas accorder grande attention. Ça, au moins, c'est clair. Ce monsieur, pour ceux qui le connaissent, ce n'est pas quelqu'un de crédible. Il est un habitué de ce genre de scène-là. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit sur la scène. Je crois même qu'il y a quelque temps, c'était le dossier qui avait fait cas de lui dans une affaire où il disait que il avait été fait venir des États-Unis pour témoigner, que c'était la femme de François, des histoires comme ça qui ne tenaient pas du tout la route. Mais ce monsieur, moi, ce que je retiens de lui, c'est qu'il n'est pas quelqu'un de crédible. Ces témoignages, quand un journal crédible comme Courrier confidentiel, journal professionnel, prend l'interview d'un monsieur, est-ce que ça ne crédite pas donc ce monsieur? Ça dépend peut-être de comment est-ce que ça a été conçu, comment est-ce que ça a été mené. Mais moi, je dis que ce monsieur, pour ce que je sais de lui, ce n'est pas quelqu'un à prendre au sérieux. Ça, au moins, c'est clair. Et surtout, quand on sait que c'est un monsieur, tenez-vous bien, qui peut venir au Burkina ici, se faire héberger à l'hôtel, se faire payer des subsides pour pouvoir manger et tout ça, aller faire des témoignages. Et dès l'instant où il quitte le Burkina, il s'en cherchait à joindre celui contre qui il a témoigné pour lui dire non, il n'a qu'à lui donner de l'argent pour qu'il puisse témoigner encore. Mais est-ce que le journal, on ne fera pas trop une conférence de rédaction, mais est-ce que le journal, qui sait peut-être certaines choses de l'individu, a cherché à vérifier avant de passer cette interview? Non, l'interview, c'est quelqu'un qui parle. Oui. Il a voulu parler, il a contacté un journaliste pour parler. Le journaliste lui a ouvert son micro, il a parlé, et c'est tout. Ça n'engage vraiment pas le journaliste. Oui, non, mais bon, là, quand même, ça pose un mauvais problème. Parce que si tu connais le pédigré de ce monsieur, ses turpitudes, c'est quand même trop risqué pour la crédibilité, pour l'image du Courrier confidentiel. Oui, on va avancer plutôt sur les implications judiciaires de ce qu'il dit. Non, mais c'est lui qui dit. Oui, je crois que ce n'est pas le procès du Courrier confidentiel qu'on fait, ce n'est pas la critique confidentielle. Mais le monsieur, nous, on le prend dans le sens qu'il est un témoin qui a déjà donc versé au dossier d'un témoignage, qui revient aujourd'hui, qui se rétracte et qui dit des choses. Qu'est-ce que cela aujourd'hui pose comme problème du point de vue de la procédure judiciaire? Oui, mais Luc, ce que nous disons aussi peut être considéré comme des éléments dans une enquête. Bon, si lui dit que ce n'est pas un témoin crédible, bon, ça pose quand même un problème. Mais bon, bref, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des témoignages contradictoires comme ça sur ce dossier-là. Si vous reprenez le rapport de la commission d'enquête internationale, ils ont listé des noms des soldats de la garde présidentielle qui ont témoigné sur l'agenda du 13 décembre, ce qu'ils ont fait, et après vérification, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai, puis d'autres sont revenus sur leurs propos. Donc, ça, c'est un dossier effectivement qui est complexe, avec tous les rebondissements possibles, et le témoignage que le Courrier confidentiel a publié, ce n'est qu'un épisode de ce feuilleton un peu nauséeux et lamentable pour la justice burkinabé. À mon avis, ça ne sera même pas le dernier élément. C'est pour ça que dans cette affaire, c'est vrai, on l'a toujours dit ici, la justice est pointée du doigt. Et même si c'est des témoignages farfelus, c'est vrai, peut-être soutirer des éléments pour approfondir la recherche, l'enquête. C'est pour ça que j'ai toujours dit ici qu'en ce qui concerne le principal concerné, François Compaoré, qui a toujours dit qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire, qu'il était totalement innocent dans cette affaire. J'ai toujours dit que son avenir n'est pas à Paris. Son avenir n'est pas à Paris, son avenir est ici. Il a sa famille, il a ses amis,
il a ses intérêts. Et que, avec toute la méfiance, toutes les critiques, toutes les objections, toutes les réserves qu'on peut faire sur le système judiciaire, c'est plus raisonnable pour lui de venir répondre à la justice sur cette affaire-là et puis défendre son dossier, expliquer en quoi il est innocent. Parce que cette longue traînée du dossier-là ajoute pour beaucoup de gens la certitude, ou en tout cas la conviction qu'il y est pour quelque chose. Donc, peut être perçu comme une volonté de se soustraire à la justice. Mais M. François alors que Compaoré, pour rien, ses avocats, sa défense pose toujours le problème de l'indépendance de la justice. Par exemple, quand on regarde le témoignage qui vient d'être fait, ce témoin qui est quand même un témoin important dans le dossier, quand il revient après se rétracter, il dit des choses. Si ces choses se vérifiaient, ça n'est une raison de plus pour M. François Compaoré de douter de la justice. Je pense que c'est à la justice d'examiner avec tout le sérieux possible tous les témoignages, toutes les, comment on appelle ça, les PV qu'il reçoit. C'est aussi simple que ça. C'est un travail de professionnel qu'il doit faire. N'importe qui vient dire, voilà, j'ai quelque chose à dire, voilà, mais on vérifie pour savoir est-ce que ce qu'il dit est sérieux ou n'est pas sérieux. Si ce n'est pas sérieux, mais on écarte. Peut-être que lui, ça sera son cas. André Génie-Boudot? Non, écoutez, quand il y a un problème judiciaire comme ça, les gens jouent des pieds et des mains pour embrouiller la justice. Donc, les gens qui disent du faux, et qui prêchent du faux pour avoir le vrai. Mais je crois que la justice va être suffisamment professionnelle pour dire aux gens que si vous voulez nous induire en erreur, peut-être votre lieu est en prison. Parce que je crois que le faux témoignage est puni par la loi. Et donc, si on constate que le gars, il veut embrouiller la justice par de faux témoignages, j'ai bien peur qu'il ne se retrouve de l'autre côté. Et comme on dit, si le monsieur... Mais vous savez, la qualité d'un témoignage ne vaut que par la qualité du témoin. Si vous êtes un mauvais personnage, et c'est pourquoi d'ailleurs chez les Mossi on dit, il ne faut pas mentir une fois, parce que si tu mens une fois, la prochaine fois que tu diras la vérité, on ne te croira pas. Or, il me semble que ce monsieur-là il est rodé dans le mensonge. Donc son témoignage aujourd'hui, le seul dommage que l'on peut trouver, c'est qu'un journal crédible ouvre ses colonnes à une personne. Est-ce que ça, c'est pas présumé de la malhonnêteté ou de la moralité de la personne par rapport à ce témoignage? Est-ce que, à quel moment sa moralité est douteuse? Au premier témoignage ou au second témoignage? Là, c'est difficile peut-être. Est-ce que c'est pas difficile là d'établir qu'aujourd'hui, c'est une question de moralité? Non, vous savez... Il n'y a pas des choses à vérifier? Non. Les journalistes, même s'ils ne sont pas tous des journalistes d'investigation, ont reçu une formation où ils sont capables de déceler du vrai et du faux. Parce qu'il y a des indices quand les gens vous parlent. Il y a certains indices qui vous font douter de ce que les gens vous disent. Et je crois que c'est ça aussi, puisque vous savez que le métier du journaliste, c'est celui qui collecte, qui trie et qui publie. C'est pas que vous ne collectez pas et vous publiez simplement. Et donc, dans le travail du journaliste, c'est de faire en sorte de démêler le vrai du faux. Et je crois que est-ce que dans un dossier judiciaire comme celui-là, il appartient maintenant aux journalistes ou il appartient à la justice de démêler le vrai du faux dans ce témoignage? Il appartient aux journalistes de ne pas ouvrir ses colonnes à une personne qui prêche le faux. Et les journalistes sont outillés dans leur travail et dans leur apprentissage du métier à dire, bon, ce témoignage-là, il faut que je vérifie encore un petit peu plus avant de publier. Mais André Géniou, quand le journal finit donc de passer au scannage tout ce qui est fait, qu'il le publie, sa force de qualité, ça devient quelque chose de qualité. Là, le témoignage est passé, le journal, on ne parle pas du journal, mais c'est la justice. Mais ce qu'il faut dire à la décharge des journalistes, vous savez que les journalistes souvent travaillent même avec la police. Par exemple, il y a un exemple célèbre où quelqu'un a tué, il a commis un crime, et que le journal a publié que demain matin, la police va aller ratisser la zone pour voir. Et le fait qu'on a annoncé cela, le criminel est reparti sur les lieux pour voir s'il n'a pas oublié quelque chose de compromettant, et on l'a attrapé. Donc ça veut dire que de temps en temps, même les journalistes aussi font du travail qui bénéficie. Et d'ailleurs, le procureur du Faso, chaque jour, il lit tous les journaux pour savoir ce qui se passe, parce que c'est une information. Là, Guy voulait dire quelque chose, et puis Lengani va terminer sur ce sujet. Oui, non, je voulais juste dire que
un article de presse n'est pas une décision de justice. Encore surtout que quand il s'agit d'une interview, quelqu'un qui a voulu s'exprimer, contrairement au grand frère, a priori, il n'y a pas de mal à ouvrir ses colonnes à quelqu'un qui veut parler. Bien sûr. Surtout quand il s'agit d'un dossier aussi important. Maintenant, c'est aux gens de lire et de lire entre les lignes pour pouvoir trouver si ce que la personne dit, c'est à prendre au sérieux ou c'est à ne pas prendre au sérieux. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir cette interview-là. Ça ne veut pas dire que quand le journal publie une interview, ça veut dire que le journal est pour le contenu de l'interview. Bien sûr. Ce n'est pas le journal qui le dit, c'est quelqu'un qui parle dans le journal. Et moi, je dis, en tant que membre de la DACM du courrier confidentiel, ce que ce monsieur-là dit là, ça ne nous engage pas du tout. Je ne me reconnais pas dans ses propos. Ce n'est pas du tout la ligne du journal courrier confidentiel. Qu'on s'entende dessus. Merci. Alors, Lengani, très rapidement. C'est très difficile. Hein, Oui, allons-y. Parce que il y a tellement d'aspects dans ce dossier qui traînent effectivement en longueur. D'abord, je voulais d'abord commencer par l'aspect que mon voisin Boukouma a abordé, à savoir que de son point de vue, comme le principal intéressé, a tout intérêt à rentrer au pays pour faire face à ses responsabilités, pour faire face à la justice, même si par ailleurs, on peut avoir des doutes sur le fonctionnement de la justice. Moi, je pense que c'est justement le problème de fond, c'est ça. Est-ce qu'il est prudent, quand on voit la manière dont le dossier a été conduit depuis la commission d'enquête indépendante jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il est prudent de se fier pas à la justice, mais à des individus tels que ceux qui animent aujourd'hui la justice en ce qui concerne principalement ce dossier? Moi, je pense que non. Tout montre à l'évidence qu'il y a des zones d'ombre dedans. Tout montre à l'évidence que plus que la justice, c'est une question éminemment politique. Ça. Est-ce que dans le contexte politique d'aujourd'hui, François Compaoré peut avoir confiance à ceux qui administrent la justice pour effectivement se livrer à eux dans le dessein de penser qu'ils vont de la vérité? On a pris des cas ici. Idi Komero qui est rentré, et Luc Adolphe qui sont rentrés, et on est tout à fait, on est content qu'ils soient allés faire 1-2 mois en prison puis de sortir. Comme c'était normal qu'un Burkinabé qui rentre chez lui aille d'abord en prison avant de rentrer chez lui. Il s'agit là de poursuites judiciaires. Oui, et quand on est poursuivi, soit le procureur décide ou le juge décide que vous restez en liberté ou que vous soyez gardé. Ça, c'est une question de procédure judiciaire. Mais là, on va revenir au sujet de l'interview qui a été accordée par un témoin qui désiste, qui se rétracte, qui dit qu'il a dit des mensonges sur la base de pression ou d'achat de conscience, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport donc au dossier mais vous ne pouvez pas m'empêcher, M. Lukuman, de dire que ce n'est pas normal que Luc Adolphe Thiaou ait fait la tour. Il n'était pas visé par un mandat. La question de la justice, la question de Luc Adolphe Thiaou, c'est pour montrer ce sont des sujets qui reviennent régulièrement. Oui, c'est pour dire globalement comment la justice fonctionne dans notre pays. D'accord. Okay. Elle est d'abord politique. C'est des relations politiques. Ça, il faut le dire. En tant que journaliste, on doit reconnaître ces faits-là. Est-ce que Luc Adolphe est poursuivi? La question ici est un peu plus précise. Lengani, qu'on aille droit au but, est-ce que le témoignage aujourd'hui... Mais la CEI, ça date de quand? Elle n'a jamais incliné François Compaoré de quelque manière que ce soit. Et pourquoi aujourd'hui... On sait pourquoi c'est comme ça. Pourquoi on sait pourquoi c'est comme ça. Moi, je dis que le fin mot dans cette affaire-là, c'est ce que le grand frère Boukouma a dit. Lengani, il faut venir faire face à ces actes et qu'on va quitter cette affaire. Vous avez eu droit à la parole. Laissez Lengani terminer. Lengani, la question est là et le témoignage du témoin est revenu sur son témoignage. Un journal se permet de donner un témoignage et qui dit au Burkinabé, j'ai voulu seulement vendre du papier, sinon ce type-là, ce n'est pas quelqu'un. Qui a dit ça? Qui a dit qu'il voulait vendre du papier? Est-ce que Lengani... Qui a dit ça? M. Bama. Qui a dit qu'il voulait vendre du papier? M. Bama, quand vous dites que le monsieur n'est pas crédible, oui, et en professionnel, vous lui donnez la parole, oui, de cette manière, oui, mais je ne sais pas ce que vous voulez faire. Ah bon? D'accord. Parce qu'on doit sélectionner... Est-ce que la justice... Est-ce que la justice... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une subordination du témoin. Ça, c'est évident. Et on sait qui est derrière ça. Il faut le dire à la justice. Oui. Cette manipulation qui dure là, on sait qui est derrière ça aussi. Parce que ce témoin, son attitude là, c'est pas gratuit. Ça, faut pas avoir le courage de le dire aussi. Quelqu'un qui veut venir au Burkina témoigner,
Et dès qu'il prend l'avion, il arrive de l'autre côté, il contacte la personne contre qui il a le moyen, qui demande encore de l'argent pour le blanchir. Quelqu'un fait comme ça prend au sérieux. Il faut lire quand même. Maintenant, un journal qui ouvre ses lignes, ses colonnes, pour que les gens sachent de quoi il s'agit, il ne va pas avoir ce journal à pêcher. Est-ce que c'est ce qu'il a dit lui-même? C'est ce qu'il dit. Lisez l'arrêt de la chambre d'instruction de Paris qui a ordonné l'extradition de François Compaoré. C'est dit dedans. Ce monsieur, dès qu'il a quitté le Burkina, il a atterri en Belgique. Son premier réflexe c'était d'appeler le cabinet de François Compaoré à Paris pour dire ce qu'il a dit au juge d'instruction à Ouaga ici, et demander à ce qu'on le prenne en charge pour qu'il puisse dire autre chose. D'accord. Un gars comme ça, comment on peut le prendre en sérieux? Un mot pour terminer. Bon, effectivement, comme le dit Lagui Bama, un gars comme ça, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Ou bien est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce qu'il prend au sérieux? Quand vous prenez un tel gars pour en faire votre témoin principal, il faut reconnaître que vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Qui en a fait ça un veut témoin dire principal? la justice du Burkina Faso. Ah bon? C'est bien ça, non? Il est témoin dans l'affaire. Ah bon? Il est témoin, Tu me monsieur, l'apprends? vous n'êtes pas au courant? Moi, je ne suis pas au courant. Pourtant, il a dit dans votre propre journal. C'est ce que lui dit. Oui, c'est ce que lui dit. En quoi c'est ça la réalité? En quoi c'est ça la réalité? Qu'est-ce que vous avez comme élément pour dire? Il y a trop de mensonges dans ce qu'il dit. Oui, mais c'est ça, il y a trop de mensonges dans ce qu'il dit. Question, est-ce qu'il est témoin? Mais c'est les faits. C'est les faits. On n'a pas vendu du mensonge, on présente des faits. Merci on à présente vous. des faits aux gens, on n'a pas dit aux gens que c'est de la vérité. Merci à vous. Et je dis très bien, il y a une question de subordination de témoin. Et la mesure où le monsieur, si je lis ce qu'il dit dans le journal, il a cité des gens. Mais qui ces gens-là l'attaquent au lieu que ce soit M. Bama? Absolument. Merci. Au lieu que ce soit M. Bama, moi je dis ce qu'il y a. Il faut que ces gens-là... Merci à vous. On continue. Je réponds à sa question. Ce que je pense, merci Bama. Merci Bama. Merci Lengani. Merci Bama. Merci Lengani. On va continuer. On va parler du Mali. Parce qu'on connaît aussi vos positions. Lengani, on parle du Mali cette fois-ci. André Génivoudo, sur le Mali. Très rapidement. Il y a une transition qui s'est mise en place. Lengani, on est à un autre sujet. Le Mali, une transition s'est mise en place. Il y a le monsieur Diao, donc qui a été Ndao, ouais, monsieur Ndao, qui a été donc désigné, en tout cas choisi, Ndao Ba, qui a été désigné comme maire, aussi un ancien militaire, désigné comme président de transition, et vice-président, le colonel Goïta, donc qui était chef du CNSP, qui était donc vice-président. Une mission, donc la CEDEAO, conduite par Goodluck Jonathan, qui est le médiateur au titre de la CEDEAO, a été là-bas du 23 au 25. Qui ont pris acte, donc cette mission-là a pris acte de la désignation du président qui a été ancien ministre de la Défense, donc qui est aussi militaire. D'abord, civil pour civil, oui. Il y a quand même du militaire. Non, d'ailleurs, c'était pour ça, parce que je n'ai pas eu l'avantage de faire le service militaire, donc je ne connais pas comment ça se passe. Mais moi, j'avais cru qu'un militaire reste un militaire même à la retraite. Donc ici, je pense que les Maliens ont joué un bon coup. Ils ont mis un militaire à la tête de la transition et le Premier ministre est militaire. Et il y a un Premier ministre un vice-président qui est militaire. Or, la CEDEAO ne voulait pas en entendre parler. Je crois que les Maliens ont joué un bon coup et je pense qu'il faut féliciter les Maliens pour avoir tenu tête à la CEDEAO, qui est un véritable syndicat de personnes très âgées, un petit peu séniles, un petit peu qui perd... Balo n'est pas âgé, il est Qui jeune. ça? Balo, le président de la Guinée-Bissau. Non, mais vous avez vu sa position. C'est une position de jeune qui respecte l'Afrique. Vous avez vu la position même de notre président, qui n'est pas très âgé, qui respecte... Mais vous avez vu... Mais ceux qui ont pion sur lui à la CEDEAO... Mais la CEDEAO se contente de ce qui vient de se faire. Un oui, président mais militaire. Mais moi j'aurais aimé que les Maliens là tiennent tête à la CEDEAO pour dire vous ne représentez plus les peuples de la CEDEAO et ce que vous dites, vous êtes en train de vous défendre entre vous, parce que de toutes les façons ceux qui défendaient cela, c'est ceux qui ont peur des coups d'État qui vont arriver chez eux. Ceux qui vont tripatouiller encore leur constitution. La maladie, comme a dit Lengani, la maladie du troisième mandat. S'ils attrapent la maladie du troisième mandat, il faut être sûr qu'on va les piquer. Merci, André Génivoudo. Guérir la maladie. Lagui, on a vu par exemple que la mission de la CEDEAO a rappelé l'importance officielle de publier la charte officielle qui doit forcément prendre en compte la dissolution du CNSP après l'investiture
l'investiture du président de la transition, les responsables du vice et disons les responsabilités du vice-président chargé de la sécurité et de la défense qu'on dit qui assure l'intérim du président. La CEDEAO veut qu'on revienne là-dessus. L'impossibilité pour le vice-président de remplacer donc le président, c'est ce que je disais, et puis la durée de la transition fixée à 18 mois à compter du 15 septembre. Donc la CEDEAO a quelques exigences, dont par exemple la notion d'un premier ministre civil, la dissolution du CNSP, et puis évidemment le maintien des 18 mois pour la transition. Très rapidement. Non, moi je crois que la CEDEAO, elle s'est discréditée. Moi je crois qu'il ne faut plus considérer tout ce que la CEDEAO dit dans cette affaire. Les Maliens ont qu'à s'assumer jusqu'à la fin. La CEDEAO, pour moi, c'est un acteur qu'il faut, à la limite, ignorer dans cette affaire-là. Parce que cette institution-là, elle a fini, comme le grand frère l'a dit, de convaincre les peuples de la CEDEAO qu'elle n'est pas là pour eux, mais pour des individus. Ça a été démontré ici au Burkina déjà en 2015, avec ce qui s'était passé avec le coup d'État ici. Au Mali, ils ont voulu rééditer la même chose, mais le peuple malien a montré que le Mali, c'est d'abord eux. Ce n'est pas les individus qui ont venu d'ailleurs pour leur imposer leur dictat. Et ça, c'est à saluer. Et du coup, ça envoie un signal à tous les chefs d'État qui pensent qu'un coup d'État, ça ne peut plus se passer en Afrique. Les coups d'État légitimes existent aussi, et ça peut bien se passer et bien avoir pion sur lui. Merci. On peut prendre notre premier téléspectateur, Madame Salah Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou, qui veut intervenir sur le retour de Zida Isaac. Madame Ouedraogo? Oui. Bonjour. Bonjour à vous. Allez-y pour votre intervention. Donc, moi, j'aimerais intervenir sur le retour avorté du président de l'ex-premier ministre Zida. Okay. Comme l'a dit M. Ladi Bama, vraiment, c'était un non-événement. Parce que quelqu'un qui a publié un livre dans lequel il dit « Si le MPP est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à moi ». Ça veut dire qu'il a tripatouillé les élections, mettre quelqu'un qui était de connivence avec lui. Et ça, c'est condamnable. Quelqu'un qui, en moins de 2 ans, a commis l'un des pires crimes économiques. Des gens se sont fait tuer pour chasser quelqu'un qui avait dirigé durant 27 ans. Lui, il est venu en moins de 2 ans, il a fait pire que le régime de 27 ans. Quelqu'un dont on a arrêté sa femme et on a découvert des centaines de millions dans son sac à main. Imaginez ce qu'il y a dans leur placard ou dans leur cantine. Et tous ces deniers appartiennent au peuple burkinabé. Est-ce que cette personne qui fait créer un parti politique au Burkina, dont le premier responsable ici au Burkina prétend être un juriste, et qui part dire on a négocié avec les autorités pour son retour, est-ce que tout cela est normal? Donc, que ce soit le président de son parti qui est ici au Burkina, comme lui, le procureur doit engager ils doivent les poursuivre parce qu'ils se foutent du peuple burkinabé. On a parlé des blessés de l'insurrection. Ces blessés peinent à se soigner pendant que lui, il vit avec les deniers du peuple burkinabé. D'accord. Mais Madame Ouedraogo. Il est un homme, un général, comme il fait proclamer général. Madame Ouedraogo. Qu'il prend ses... Oui. Madame Ouedraogo, au risque de dire, parce que de dire oui, beaucoup de certaines choses qui n'est pas de preuve. Est-ce que quand vous dites par exemple que le général Zida en 2 ans a fait pire, est-ce que vous avez un élément concret qui est connu de ce pire-là? C'est en termes de quoi? Bama est à 2 pas de vous. S'ils font des investigations, ils découvriront. Il vit au Canada avec quel travail? Il vit au Canada avec quel travail? Madame, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? L'État canadien avait dit qu'ils attendaient la réaction du État burkinabé. Est-ce que ça, M. Loukman, c'est moi qui avais arrêté sa femme avec des centaines de millions dans le sac à main? Est-ce que c'est moi? Ouais, ça, c'est peut-être un cas concret où il y a eu un problème de justice. Mais je voudrais simplement que vous donnez avec certains... Madame Ouedraogo, là, vous parlez avec... est un non-événement. Oui, vous parlez ici avec toute la population. Il faut dire des choses
en apportant des éléments qui puissent permettre de comprendre. Voilà. Parce que je peux dire aux téléspectateurs que quand vous dites certaines choses, on veut bien que vous ayez votre opinion, mais étayée, parce que quand on dit des choses sans des éléments concrets, souvent ce sont des jugements, ce sont des jugements des valeurs et c'est pas. Je voulais dire, parce que toute cette rumeur, parce que aucun journal sérieux n'a publié ces informations-là, l'arrestation de la femme du sida avec des cantines d'argent, je n'ai pas vu un journal sérieux qui a publié ces informations parce que bon, on n'a pas pu vérifier. Bon. Mais ça vient de quoi? Ça vient du fait que, je rappelle ce que le président avait dit à Dakar lorsqu'il a rencontré les Burkinabés de l'extérieur. Et dans son livre, d'ailleurs, Zida parle de ça. Il y a les comptes de la présidence qui ont été fermés par Zida quand il a quitté la présidence et il a ouvert un autre compte qu'il a appelé Fonds de souveraineté. Donc, il y avait il y a trois comptes. Un compte communication, pèlerinage et intervention. Donc, lui, il a fermé ces comptes-là. Il a ouvert un autre compte. Tous les fonds ont été transférés dans ce compte-là, qui sont des fonds de souveraineté, donc dépensables sans justification. D'accord. Ça. Merci. C'est juste pour dire que... Il n'y a pas que ça. Oui. Il y a trop. Quand Zida, ce n'est pas les preuves qui manquent quand même. Oui, mais madame n'a pas de preuves, c'est ça le On a vu ce problème. rapport qui fait état de la gestion du Premier ministre en son temps. Ces centaines de millions qu'on a sortis sur la base de l'échange à son directeur de cabinet. Tout ça s'est passé où? Mais l'ASE, la Cour des comptes n'a pas validé la gestion. Il a validé la gestion. Mais la au moins, transition, on a des preuves concrètes qui sont là. Comme quoi, l'argent est sorti des comptes du Premier ministère sur la base du système d'achat, des centaines de millions ont été sortis. On ne sait pas à quelle fin ça a été mais sorti. quand on certifie la gestion générale de la transition comme étant bonne. Mais ça, c'est... Qu'est-ce qu'on dit? Ça vient après. On a vu d'abord les preuves qui montrent que l'argent est sorti. Maintenant, venez dire que la justice, le droit, on peut tout faire avec le droit. D'accord, merci. Ce sont des hautes juridictions, on va respecter leur point de vue. Alors, on va prendre notre second téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, qui veut parler des candidatures aux législatives. Monsieur Lamoussa. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y, très bonjour rapidement, on le n'est plus pas sur du le temps. plateau. Oui. Mon sujet concerne les élections municipales avec ces problèmes où certains députés législatives, ont quitté des partis parce qu'ils n'ont pas été tête de liste dans le centre. Déjà, c'est quelque chose de très palpable qui nous montre que ces élections vont plus nous créer des problèmes qu'autre chose. Même si les gens se persistent et signent parce que ils n'ont pas cette capacité de réfléchir par eux-mêmes. Regardez déjà, rien que même pour placer les têtes de liste, les problèmes qu'on a dans une situation critique comme ce que nous vivons actuellement. Et ça veut dire que ça n'attire l'attention de personne. Et moi, j'aimerais peut-être créer une parenthèse pour dire à Idi Komoro qu'il n'a pas été juste avec Méloé. Parce que quelqu'un qui t'a soutenu comme ce qu'il a fait, si tu ne peux pas user de ton poids pour le mettre tête de liste, c'est que tu ne peux pas être président d'un pays. Ça, c'est ma conception personnelle des choses. Parce que sans lui, on n'aurait pas été là où il est. Mais maintenant, pour revenir au truc général, je dirais ceci. Déjà, il faut que ceux qui sont conscients, les intellectuels, je ne parle pas des diplômés, prennent conscience qu'il faut qu'on commence à réfléchir à comment on va sauver le pays après élection s'il y a. Parce que les prémices même montrent déjà ce qu'il va en avoir comme élection présidentielle, n'en parle. Municipale même, c'est pas sûr. Et si les municipales, déjà, on a des prémices comme ça, ça veut dire que ceux qui sont même basés pour les présidentielles ont ça veut dire des aigreurs, si je puis m'exprimer ainsi, plus graves que ce qu'on vit actuellement. D'accord. On ne peut pas aimer son pays et il ne faut pas pouvoir se rassembler pour sauver le pays. Je ne comprends pas ça. Merci, monsieur. Merci et bonne journée. Merci, monsieur Lamoussa. Alors, 30 secondes à Lengani et pour me parler du Mali. Oui. 30 secondes. Lengani et... Bon, le Mali, moi, je pense qu'il faut laisser le peuple malien effectivement avancer comme bon lui semble. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie, quoique, entre-temps, j'ai eu quand même peur la direction que prenait la junte, parce que, de mon point de vue, la situation du Mali est née après une grave crise qui a été gérée par les civils, par la société civile, etc. Et par la suite, ce qui a débouché sur un coup d'État. Moi, je m'attendais à ce que donc, la junte s'aligne automatiquement sur le programme
en tout cas réactualisé du M5 et autres. Bon. Alors que non, ils ont même tout fait pour créer leur propre programme, etc. Donc, moi, c'est ça qui m'a un peu blessé. Mais sinon, le fait de prendre un ancien général, un ancien militaire. Qui est aujourd'hui civil, en faire le président, moi, je pense que c'est très bon travail. Est-ce que la CEDEAO a donc remporté son bras de fer? Parce qu'il y avait un bras de fer, la CEDEAO a imposé un civil, il l'a obtenu même si c'est un militaire ancien, etc. Est-ce que la CEDEAO finalement a gagné parce qu'ils exigent toujours la dissolution de la junte, ils estiment également qu'il faut un premier ministre civil, etc. La CEDEAO a remporté ce bras de fer? Non, pas totalement, puisque pour l'instant, le premier ministre n'a pas encore été nommé. Le président a prêté serment, on va attendre dans les jours qui viennent pour voir s'il va nommer un premier ministre civil. Et la CEDEAO maintient toujours les pressions. Et menace de le blocus total. Et vous savez que la CEDEAO, c'est la principale zone de transactions économiques et commerciales du Mali. La CEDEAO, en tout cas, conditionne la levée des sanctions à la nomination d'un premier ministre civil, à la dissolution donc, de la junte, etc. et au changement de responsabilité du vice-président donc militaire, donc qui ne peut pas être l'intérim du président. Merci à vous tous d'avoir suivi ce débat. Merci à vous qui avez participé. On est au terme de cette émission. Merci. Le temps passe suffisamment vite. C'est au regard aussi l'importance du contenu donc, des sujets. Merci à vous qui avez participé. J'étais donc avec André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci d'être passé. Isaka Lengani, journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui paraît maintenant en ligne. Merci. Vokuma Joachim, directeur de publication de Kasseto.net, qu'on peut retrouver sur le net et avec la bonne information. Et puis, enfin, dernier invité, Bama Lagui est rédacteur en chef de Courrier confidentiel bimensuel d'investigation. Merci à vous. Vous avez suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.